Ces derniers jours, l'armée israélienne a intensifié ses bombardements de la bande de Gaza. Les victimes civiles palestiniennes se comptent par centaines, voire par milliers. Et ce, malgré le recours au roof knocking, c'est-à-dire l'avertissement au préalable d'un bombardement imminent. Mais malgré les appels des autorités israéliennes à évacuer le nord du territoire pour se réfugier dans le sud, les plus de 2 millions d'habitants qui vivent dans cette étroite bande de terre sont instrumentalisés par le Hamas et le Djihad islamique palestinien. Ces deux organisations terroristes les empêchent de fuir parce qu'ils leur servent de boucliers humains. On estime qu'1 million de Gazaouis ont déjà réussi à fuir vers le sud, mais beaucoup ne savent ni où aller ni comment y aller. Surtout que certaines zones dans le sud ont aussi été bombardées. Donc à quoi bon fuir vers le sud si on risque d'être tué là-bas aussi? En plus, le Hamas sait qu'en les obligeant à rester, ils vont augmenter le nombre de victimes civiles, ce qui va accentuer la pression internationale sur Israël. Les plus proches alliés de l'État hébreu, à commencer par Joe Biden, mais aussi plusieurs dirigeants européens, l'appellent à respecter les lois de la guerre. Bref, l'invasion terrestre de Gaza est imminente. Peut-être même qu'elle aura lieu avant que cette vidéo soit mise en ligne. On verra. En attendant, le gouvernement israélien a promis qu'il neutralisera tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans l'attaque terroriste du 7 octobre dernier. Mais pour ce faire, le prix à payer sera très élevé. La phase 2 de l'opération Glaive de Fer démarre et l'objectif il est clair, décapiter le Hamas. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. L'armée de l'air et l'artillerie israélienne ont bien préparé le terrain pour faciliter l'invasion terrestre de Gaza. Elles ont notamment bombardé les infrastructures critiques du Hamas pour enrayer la machine et éviter autant de pertes humaines et matérielles que possible au sein de la force d'intervention. Malheureusement, les civils ne sont pas épargnés. Donc, quels sont les dangers qui guettent Tsahal à Gaza? Sur quoi débouchera l'intervention israélienne? On va tout expliquer dans cette vidéo. La société israélienne refuse de coexister avec le régime actuel à Gaza. Et les opérations punitives menées par l'armée israélienne ne suffisent plus à rassurer l'opinion publique. Beaucoup voulaient l'éviter, mais ils ont dû se résoudre à l'inéluctable. La guerre est revenue. Or, comme toute guerre, les combats vont traumatiser toute une génération, d'un côté comme de l'autre. En tout cas, côté israélien, la guerre de proximité dans un contexte de guérilla urbaine sera périlleuse et son bilan humain sera tragique. En 2014, l'armée israélienne a lancé l'opération Bordure Protectrice pour neutraliser la force de frappe du Hamas. Mais la portée de l'opération était beaucoup plus limitée. Tsahal avait tout fait à l'époque pour éviter d'entrer dans les grandes villes de la bande de Gaza. L'opération avait duré 7 semaines, au terme desquelles l'armée israélienne s'était retirée. Bilan, 66 morts côté israélien, 700 combattants palestiniens et presque 1500 civils palestiniens tués. Au regard des objectifs initiaux, le bilan israélien aurait pu être bien pire. Du coup, cette fois-ci, le haut commandement israélien a décidé de raser des quartiers entiers qui abritent d'importants foyers terroristes pour faciliter au maximum l'intervention des troupes israéliennes au sol. Sur le papier, l'armée israélienne est l'une des mieux préparées au monde au combat urbain. C'est peut-être même la meilleure. Ça s'explique surtout par l'expérience accumulée au travers des opérations antiterroristes successives à Gaza et en Cisjordanie. Même qu'en 2005, l'armée israélienne a construit un site d'entraînement, Baladi, pour recréer les conditions de combat en milieu urbain. En fait, Baladi est une reconstitution d'une ville arabe typique, avec des ruelles étroites, des mosquées, des immeubles grandeur nature et tout plein de détails qui la rendent, à défaut de vivante, très réaliste. Il y a même des pièges factices pour mettre en difficulté les soldats israéliens qui s'y entraînent. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu dans la série Fauda sur Netflix. Une grosse partie des scènes de combat a été tournée dans ce décor. Ça vous donne une idée du niveau de réalisme. Alors évidemment, les soldats israéliens ne vont pas entrer à Gaza la fleur au fusil. Ils savent ce qui les attend et ils seront soutenus par des frappes aériennes de précision et des blindés au sol pour neutraliser les positions fortifiées. Les drones seront aussi de la partie pour faire du repérage. Il y aura de grosses déblayeuses et des spécialistes en tout genre pour accompagner la progression de l'armée israélienne.
N'empêche que cette opération sera probablement l'une des missions les plus difficiles qu'elle devra réaliser depuis les guerres arabo-israéliennes de la fin du siècle dernier. Pourtant, par rapport au Hamas, la supériorité militaire de Tsahal, elle est écrasante. Alors techniquement, c'est vrai, mais encore une fois, en milieu urbain, la situation reste quand même à l'avantage des défenseurs. Environ 30 000 combattants du Hamas qui ont eu largement le temps de se préparer. Le Hamas attend. Le Hamas s'est préparé à l'invasion terrestre et il va y avoir des victimes. Cela ne fait aucun doute. Kobi Michael, professeur de stratégie militaire à l'Institute for National Security Studies de Tel Aviv. Les combats urbains sont très lents, longs et coûteux. Il n'existe pas de moyens faciles d'y faire face. Lorsque vous faites face à un adversaire qui se défend dans un environnement urbain, surtout s'il a eu le temps de préparer une bonne défense et qui ne se rendra pas rapidement, alors ça prend du temps. Rob Lee, chercheur au Foreign Policy Research Institute. En plus de la préparation des combattants du Hamas à l'invasion, il y a 5 autres facteurs qui pourraient considérablement compliquer la tâche de Tsahal. Déjà, le premier, c'est le stock de roquettes du Hamas. Certaines estimations tablent sur près de 5000 roquettes encore en stock, en plus des plus de 7000 qui ont déjà été tirées sur la population civile israélienne. Bref, cet arsenal devrait ralentir la progression des forces armées israéliennes à l'intérieur de Gaza. Ensuite, le deuxième facteur qui risque de mettre en difficulté l'armée israélienne, c'est le combat en 3D, en 3 dimensions. Je m'explique. Dans les villes densément peuplées, il y a des immeubles, donc forcément il y a aussi des points en hauteur. Ça va donc être très difficile pour les troupes au sol d'avancer à couvert et de repérer les ennemis, même avec le soutien de drones de surveillance. Surtout que les tireurs d'élite peuvent se dissimuler n'importe où, entre des débris ou à une fenêtre à plusieurs centaines de mètres de là où l'action se déroule. Et puis, encore une fois, s'ils sont bien camouflés, ça va être très difficile de les repérer vu qu'ils seront presque invisibles et en plus les murs vont déformer le son qu'émettent leurs tirs. D'ailleurs, les chars et les blindés d'infanterie israéliens sont aussi très vulnérables. Comme ils sont très volumineux et bruyants, ils sont rapidement repérables et faciles à attaquer. Une solution serait de raser complètement la ville, mais faudrait vider les stocks d'artillerie israéliens, ce qui est pas forcément une bonne idée vu le risque d'ouverture de nouveaux fronts avec le Hezbollah libanais ou la Syrie de Bachar al-Assad. Et puis il y a aussi la reprise des hostilités en Cisjordanie. Donc les soldats de Tsahal sont condamnés à avancer péniblement dans les décombres et les dédales gazaouis. Pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, la bande de Gaza est un véritable labyrinthe. Le troisième problème majeur qui attend l'armée israélienne, c'est la présence sur place de civils. Les soldats israéliens vont devoir faire extrêmement attention. Ils devront être beaucoup plus mesurés dans la puissance de frappe déployée, tant les ennemis que les alliés d'Israël seront impitoyables sur les bavures et les victimes civiles collatérales de l'armée israélienne. Et puis ça facilite aussi le boulot des combattants du Hamas qui peuvent toujours se faire passer pour des civils pour attaquer les soldats israéliens par surprise. Par ailleurs, rappelez-vous que Tsahal avait ordonné l'évacuation de la moitié nord de Gaza. L'objectif, il est double. Épargner autant de civils que possible, mais aussi stériliser le futur théâtre des opérations en s'assurant qu'il n'y aurait plus que des combattants ennemis sur place. Mais malheureusement, il y a des civils qui refusent de partir et d'autres qui sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas. Ensuite, le quatrième facteur qui va gêner la force d'intervention israélienne, c'est la montée en gamme de l'armement et des capacités de renseignement du Hamas. Comme on te l'a expliqué dans les dernières vidéos, l'Iran a formé et équipé les combattants du Hamas avec des drones et des armes anti-chars. Les combattants du Hamas savent aussi fabriquer des Improvised Explosive Devices, des IED, des petits engins explosifs improvisés difficilement repérables, pour piéger les routes par lesquelles passeront les troupes israéliennes. En fait, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été très riche d'enseignements pour toutes les armées du monde. Par exemple, on a vu comment Taïwan et la Chine ont adapté leurs stratégies défensives et offensives respectives. Et bah, on a aussi vu à quel point les IED ukrainiens étaient dangereux pour les blindés et les chars russes. Donc, pour parer à ce risque, les ingénieurs israéliens ont développé un nouveau véhicule de transport d'infanterie blindée, le Namer 1500. Quand on dit blindé, c'est genre vraiment blindé. Il est basé sur le char Merkava 4, l'un des meilleurs au monde. Et il pèse 65 tonnes. Un véritable mammouth qui crée une bulle de protection autour de lui grâce à ses systèmes de défense antimissile. Au niveau de ses vulnérabilités, les Israéliens ont essayé de réduire au maximum les risques en minimisant le contact avec l'extérieur. Tout est contrôlé depuis l'intérieur, même les mitrailleuses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez d'unités produites. Et surtout, le blindé n'est pas du tout aussi invulnérable que l'on pensait aux armes anti-chars portables. Bref, ça sera son baptême du feu et l'occasion de voir de quoi le Namer est capable. Bon,
Bon, en plus des nouveaux armements entre les mains du Hamas, il y a aussi l'accès à l'information en temps réel. Le 27 septembre dernier, les gardiens de la révolution islamique iranienne ont réussi à placer en orbite un nouveau satellite, le Nour 3. Or, cet engin spatial, il est équipé de caméras haute définition aux capacités nettement supérieures à celles de Nour 1 et de Nour 2. Il est possible que l'Iran soutienne le Hamas en le renseignant sur les déplacements ennemis. Ce détail est beaucoup plus important qu'il n'y paraît à prime abord, vu que l'information a toujours été un énorme avantage compétitif de l'armée israélienne sur ses adversaires. Si cet écart se réduit, la position dominante de Tsahal peut être remise en question. Mais on n'a pas encore abordé le dernier élément le plus crucial. On pense au réseau souterrain gazaoui et Tsahal a de bonnes raisons d'en avoir peur. Le métro de Gaza. Quand on parle des tunnels du Hamas, c'est important de comprendre qu'il est extrêmement complexe et très bien conçu. D'après Yahya Sinwar, le chef du Hamas, il y a plus de 500 km de tunnels à Gaza. Le métro de Paris, c'est 227 km. Et encore, on inclut les lignes aériennes comme la 2 ou la 6. Et il n'y a pas que des passages minables et super étroits. Il y a plein de tunnels profonds, ventilés et interconnectés. Même que pour blaguer, les soldats israéliens parlent du métro de Gaza. Certains des tunnels les plus récents atteignent les 60 mètres de profondeur. Ça fait 10 ans que le Hamas bosse sur la construction de cette infrastructure. Il y est parvenu en détournant des fonds de coopération, mais aussi grâce au ciment, aux engins de chantier et au matériel donné par les ONG, l'Union européenne et d'autres gouvernements dans le cadre de l'aide à la reconstruction. Le combat urbain est extrêmement difficile. Il se déroule à un rythme lent et dans le cas de Gaza, il sera encore plus difficile en raison du réseau de tunnels souterrains que le Hamas a construit au fil du temps et du fait qu'ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer à cette bataille. Lloyd Austin, secrétaire à la défense des États-Unis. Alors pourquoi est-ce que le Hamas a consacré autant d'efforts et d'argent à ces tunnels? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi importants? Mais en fait, ces tunnels, ils sont absolument cruciaux pour les opérations du Hamas parce que c'est par eux qu'ils arrivent à mettre en place toute leur logistique. Ils y abritent notamment des ateliers clandestins de fabrication d'explosifs et d'assemblage de roquettes, des dépôts d'armes et de munitions, des vivres et des abris pour les personnes recherchées par Tsahal. D'ailleurs, on pense que c'est grâce à ces tunnels que le Hamas parvient à s'approvisionner en armes et en vivres et en carburant depuis l'Égypte. Mais dans le contexte d'un affrontement rapproché, ces tunnels sont aussi une composante essentielle de la stratégie du Hamas pour se battre. Grâce à eux, les combattants peuvent se déplacer sans être détectés et surgir dans le dos de l'ennemi, puis repartir aussi vite qu'ils sont venus. Et ces tunnels, ils sillonnent tout Gaza. Ils passent même sous des infrastructures publiques, des sanctuaires comme des mosquées, des écoles, des hôpitaux. L'objectif, dissuader l'armée israélienne d'attaquer, car le risque de victimes collatérales est trop important. En plus, ces tunnels sont très faciles à défendre. Un tunnel moyen ne mesure que 2 mètres de haut pour 1 mètre de large. Donc si des unités de Tsahal repèrent des entrées et s'introduisent dans le réseau pour en déloger les combattants du Hamas, ils auront beaucoup de mal à progresser. Un seul combattant du Hamas bien positionné peut bloquer toute une unité israélienne dans un tunnel assez étroit. Surtout qu'en plus, une fois dans le réseau souterrain qui n'est évidemment pas cartographié, les soldats israéliens ils ne peuvent plus se communiquer avec l'extérieur. Bref, ces tunnels sont le pire cauchemar de l'armée israélienne. Soit ils se font attaquer de tous les côtés par les combattants du Hamas qui les utilisent pour se déplacer rapidement et en toute discrétion, soit ils entrent dedans et ils se font acculer. Tsahal le sait et il n'a pas attendu d'y être confronté pour s'y préparer. Il dispose de plusieurs unités spécialisées dans le repérage, la neutralisation et la destruction de ces tunnels, comme par exemple l'unité Yahalom. L'industrie de la défense israélienne a aussi développé des armements et des équipements spécialement conçus pour ce type d'opération, genre le corner shot qui se plie pour tirer depuis l'angle d'un mur sans s'exposer. Mais ça n'empêchera pas les combattants du Hamas d'opposer une âpre résistance. Ceci dit, le retour d'expérience laisse penser que l'armée israélienne finira par prendre le contrôle de Gaza. Toutes les armes anti-chars, tous les pièges explosifs et tous les tunnels ne suffiront pas au Hamas pour éviter la chute de Gaza. Il pourra tout au plus ralentir la progression de l'ennemi et lui infliger de lourdes pertes. Alors justement, ces retours d'expérience, de quoi est-ce qu'on vous parle? Chapitre suivant. La chute de Gaza. En vrai, pas besoin de remonter assez loin. La même situation s'est déjà présentée en Irak.
Si Israël fait ce qu'il prétend vouloir, renverser le Hamas et détruire ses capacités militaires, nous parlons d'un Mossoul bis dans toute la bande de Gaza. Michael Horowitz, chef du renseignement au sein du cabinet des conseils en gestion des risques, l'EBEC. La campagne de Mossoul en 2017 pour traquer et éradiquer l'organisation État islamique présente beaucoup de similitudes avec la situation actuelle à Gaza. Déjà parce que Daesh a passé plus de 2 ans à construire des tunnels. Ensuite, la campagne, qui a tout de même duré 9 mois, a nécessité la mobilisation de plus de 100 000 soldats irakiens avec le soutien des USA. Évidemment qu'à la fin de l'opération, Mossoul n'était plus qu'un tas de ruines fumantes. C'est épouvantable. Un autre exemple, encore plus récent, c'est celui du siège l'année dernière de la ville ukrainienne de Mariupol par l'armée russe. Malgré la suprématie de l'armée russe à l'époque, tant sur le plan aérien, terrestre et maritime, le siège s'est quand même étalé sur 3 mois et a causé d'importantes pertes en vie humaine et matérielle à la Russie comme à l'Ukraine. Le résultat final ressemble pas mal à Mossoul. L'offensive de l'armée irakienne et de l'armée russe se sont toutes les deux soldées par une victoire. Mais à quel prix ? Après, l'armée israélienne est bien mieux équipée et entraînée que l'armée russe ou irakienne. Mais ça sert à rien de se voiler la face, il y aura des pertes. Et elles seront nombreuses et elles seront douloureuses. On parle pas non plus d'une victoire à la Pyrrhus, mais certains analystes soulèvent néanmoins le risque que l'armée israélienne tombe dans un piège. C'est une fatalité. Le Hamas sera vaincu tactiquement à Gaza. Il ne peut pas défendre Gaza de manière durable. Militairement, Gaza est comme une île. Il ne peut y avoir de défense efficace de Gaza parce que le Hamas n'a aucun moyen de se réapprovisionner et il ne dispose pas de lignes arrière pour soutenir ses opérations en première ligne. Joel Rayburn, ex-colonel de l'armée US et ancien envoyé spécial en Syrie. Et malheureusement, il y aura aussi des pertes dans les rangs de la population civile palestinienne. On estime que ce conflit devrait déplacer environ 1 400 000 civils. Les privations seront nombreuses et la crise humanitaire ne va faire qu'empirer. Actuellement, l'armée israélienne a coupé l'alimentation électrique, les livraisons de carburant et de vivres tant que le Hamas n'aura pas rendu les otages israéliens. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Que va décider de faire l'armée israélienne une fois qu'elle aura repris le contrôle de Gaza? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Merci pour ton écoute, on espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et à nous suivre sur Insta et LinkedIn et surtout, fais tourner cette vidéo à tes potes, ça nous aide beaucoup. Allez, à très vite, tchuss!